Il existe un sucre qui ne fait pas exploser votre glycémie, qui a nourri des empires pendant 4000 ans, qui pousse sans eau dans l'endroit le plus inhospitalier de la planète. Et nous l'avons effacé de l'histoire en moins d'un siècle. Pourquoi détruirions-nous quelque chose d'aussi précieux? La réponse a à voir avec le contrôle, l'argent, et un arbre qui a refusé de mourir. Ce qu'ils ont découvert en 1998 sous le sable de l'Arizona va changer tout ce que vous pensiez savoir sur le sucre, la guérison ancestrale et l'avenir de l'alimentation. Partie 1. Le secret enseveli. 1998. Désert de Sonora, Arizona. Une équipe d'archéologues déterre des jarres d'argile scellées sous le sable pendant 4000 ans. À l'intérieur, des graines parfaitement préservées qui peuvent encore germer. 4 millénaires plus tard, elles sont toujours vivantes. Abonne-toi à la chaîne Nature Cachée et active la cloche pour ne rien manquer sur notre survie. Une civilisation sans écriture a protégé ces graines comme un trésor. Que savaient-ils que nous avons oublié? Ce qu'ils ont découvert était du mesquite. Et cet arbre va complètement changer ta perspective sur la véritable médecine naturelle. Le mesquite n'est pas un arbre ordinaire. C'est une machine de survie conçue par des millions d'années d'évolution. Ses racines descendent jusqu'à 100, parfois 200 pieds sous terre. L'équivalent d'un immeuble de 20 étages, mais vers le bas, pénétrant des couches qu'aucune autre plante ne peut atteindre. Ses racines stockent jusqu'à 600 gallons d'eau, 10 baignoires complètement remplies, prêtes à survivre 10 étés consécutifs sans une seule goutte de pluie. Mais la vraie magie se trouve dans ce qu'il produit. Chaque gousse contient 35% de sucre naturel, plus protéines complètes et fibres solubles. Quand tu broies ces gousses, tu obtiens une farine qui peut durer des mois sans réfrigération. Seulement la puissance concentrée du désert. Les Tohono O'odham, les Pima, les Yaqui, les Seri, toutes ces nations savaient exactement ce qu'elles possédaient. Ils l'appelaient « notre sucre ». Pas besoin de plantation ni d'esclaves. Les gousses tombaient comme une pluie dorée chaque saison, nourrissant des villages entiers pendant des générations. Mais ils connaissaient aussi ses pouvoirs curatifs. La sève, la résine collante qui suintait du tronc, était leur antiseptique naturel. Ils l'appliquaient directement sur les blessures pour prévenir l'infection. Ils la mâchaient pour soigner les problèmes de gencives et le mal de dents. Des études modernes ont confirmé ses propriétés antimicrobiennes. L'écorce rugueuse était bouillie pour créer une infusion puissante contre la diarrhée et la dysenterie. Ses tanins, ses composés astringents, arrêtaient les hémorragies internes en quelques heures. Les femmes préparaient un thé avec les feuilles bipennées qui ressemblent à des plumes pour soulager les maux de tête et les inflammations. Elles l'utilisaient même en lavage externe pour traiter la conjonctivite. L'air autour d'une forêt de mesquite en fleurs sent le caramel mélangé à la fumée de bois. Ces fleurs jaunes en épis cylindriques parfumés sont le paradis du désert. Quand les explorateurs espagnols sont arrivés en 1535, Álvar Núñez Cabeza de Vaca écrivit sur ces gousses avec un émerveillement authentique. Il observa des familles broyant les gousses jusqu'à en faire une pâte, cuisant des galettes qui les nourrissaient tout l'hiver. Il ne décrivait pas un aliment de survie. Il décrivait l'abondance au milieu de nulle part. En 1541, d'autres explorateurs documentèrent des forêts de mesquite le long du Rio Grande, avec des canopées si denses qu'elles créaient leurs propres écosystèmes d'ombre. Des villages entiers construits sous leurs branches. Les Espagnols lui donnèrent le seul nom qui avait du sens, l'arbre de vie, parce que c'était exactement ce qu'il représentait. La vie là où elle ne devrait pas exister. La guérison là où il ne devrait y avoir que la soif. Le mesquite donnait sans rien demander, sans irrigation, sans engrais, seulement des racines profondes et la sagesse accumulée de 4000 ans d'adaptation parfaite. Mais alors arriva le siècle qui faillit l'effacer pour toujours. Et avec lui, l'une des plus grandes trahisons que l'humanité ait faites à sa propre survie. Partie 2. La grande trahison. Fin du 19e siècle. L'Ouest américain change de main. Les éleveurs arrivent avec du bétail, avec des projets de coton, avec une mentalité qui ne comprend qu'un seul langage, le profit immédiat. Et quand ils regardent le mesquite, ils ne voient pas l'arbre de vie. Ils voient une mauvaise herbe qui gêne. Les colons ont apporté la canne à sucre d'îles lointaines. Ils ont construit des plantations entières pour contrôler le sucre. Et le mesquite, qui poussait librement sans propriétaire, sans besoin d'irrigation, sans demander la permission à personne, n'avait pas sa place dans ce système. Si quelque chose pousse gratuitement, tu ne peux pas le vendre. Et si tu ne peux pas le vendre, ça n'a pas de valeur. Ce fut la sentence de mort du mesquite. Des millions d'acres furent défrichés. Des arbres avec des racines de 100 pieds coupés au ras du sol. Brûlés pour planter du coton qui mourrait après 2 saisons. Empoisonnés pour semer du blé qui épuiserait le sol en une décennie. Mais le mesquite avait un atout que personne n'attendait.
Ces racines qui descendaient plus profond que n'importe quelle hache ne moururent pas. Elles restèrent là, silencieuses, patientes, attendant sous terre. Et chaque fois qu'il coupait un tronc, 10 autres poussaient. Les éleveurs l'appelèrent fléau, envahisseur, ennemi. Ils intensifièrent la guerre. Plus de feu, plus de poison, plus de violence contre un arbre qui faisait seulement ce qu'il faisait depuis 4000 ans, survivre. Le département de l'agriculture des États-Unis lança des campagnes officielles pour l'éradiquer. Des décennies d'efforts, des millions de dollars. Et puis, en 1948, ils durent admettre la vérité. Le mesquite ne peut pas être éradiqué. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient faits. 20 ans après avoir défriché des millions d'acres, le sol commença à se fissurer comme de la vieille céramique. Les rivières qui avaient coulé pendant des siècles se sont asséchées. La terre nue et exposée commença à s'envoler avec le vent. Les tempêtes de poussière obscurcissaient le ciel. Le bétail commença à mourir de faim. Il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et alors le mesquite commença à revenir. Silencieux, implacable. Ils l'appelèrent envahisseur, mais la vérité est que le mesquite avait été là des milliers d'années avant n'importe quelle clôture. Ce n'était pas une invasion, c'était un sauvetage. Les scientifiques remarquèrent quelque chose d'extraordinaire dans les années 70. Là où le mesquite revenait, le sol changeait. Ses racines capturaient l'azote directement de l'air, une capacité que seule une poignée de plantes sur toute la planète possède, et l'injectait de nouveau dans le sol mort. Sous son ombre, qui refroidissait la terre exposée, l'herbe recommença à pousser. Les insectes revinrent. Puis les oiseaux. Le désert recommença à respirer. Les écologistes lui donnèrent un nouveau nom, espèce clé de l'écosystème. L'ingénieur silencieux du désert. Ses gousses nourrissaient les cerfs, les sangliers et les coyotes. Ses fleurs soutenaient des colonies d'abeilles indigènes. Son bois fournissait un refuge. Ce que le monde avait appelé mauvaise herbe pendant un siècle avait guéri la terre tout ce temps, travaillant en silence pendant que les humains célébraient leur propre destruction. Si un arbre peut survivre à chaque sécheresse de l'histoire, restaurer un sol mort et nourrir des écosystèmes entiers sans rien demander, pourquoi l'avons-nous détruit? Et quoi d'autre avons-nous détruit sans même nous en rendre compte? Mais pendant que la terre réclamait le mesquite, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose dans nos propres corps qui rendrait le retour de cet arbre plus important que quiconque ne pouvait l'imaginer. Dale like si tu crois que nous méritons de connaître les vérités qu'ils ont tenté d'effacer de l'histoire. Partie 3. Le sucre qui guérit. Pendant que le mesquite luttait pour survivre, les humains perdaient une autre guerre, une guerre contre le sucre qu'ils avaient eux-mêmes choisi. Vers la fin du XXe siècle, la consommation mondiale de sucre avait franchi les 170 millions de tonnes par an. Jamais dans l'histoire nous n'avions eu autant de douceur, et jamais nous n'avions été aussi malades. Les cas de diabète triplèrent en 2 décennies. L'obésité devint une épidémie mondiale. Les médecins cherchaient désespérément des alternatives naturelles. Et puis, en 1993, quelqu'un au département de l'agriculture eut une idée révolutionnaire. Et si nous examinions cet arbre que nous avons passé un siècle à essayer de détruire? Les études révélèrent quelque chose qui laissa les scientifiques sous le choc. La farine de mesquite contenait 3 fois plus de calcium que le lait, autant de protéines que les œufs. Et tout cela d'un arbre qui n'avait jamais eu besoin d'irrigation ni d'engrais. Mais le vraiment hallucinant viendrait après. 2005, Université de l'Arizona. Une équipe analyse la composition chimique exacte de la douceur du mesquite. Son sucre n'est pas comme le sucre raffiné qui détruit des millions de corps. Ce sont des fructosaccharides qui nourrissent les bonnes bactéries de ton intestin. Ils agissent comme des prébiotiques naturels. Ils ont un indice glycémique bas, sûr même pour les diabétiques. Les scientifiques identifièrent les composés actifs. Tanins, pour leurs propriétés astringentes et antimicrobiennes, flavonoïdes comme antioxydants puissants, alcaloïdes en petite quantité dans l'écorce, galactomananes, cette fibre soluble qui alimente le microbiome, et L-tryptophane, cet acide aminé essentiel présent dans les gousses. Une cuillère à café de farine de mesquite peut sucrer ton café sans le crash énergétique. La saveur est complexe, terreuse, avec des notes de caramel et de fumée. Ce n'est pas la douceur unidimensionnelle du sucre blanc. C'est le goût de quelque chose que la nature a conçu pour nourrir. Un scientifique écrivit une phrase qui résume tout. C'est le sucre qui guérit au lieu de nuire. En 2010, les magasins de santé commencèrent à vendre de l'édulcorant de mesquite. 20 $ la livre. Ce qui avait été considéré comme des déchets devint un produit gastronomique. Les chefs à Tucson et Santa Fe commencèrent à expérimenter. Pain de mesquite, glace au mesquite. La même chose que l'Empire avait tenté d'effacer se trouvait maintenant dans les supermarchés de luxe. Mais la vraie histoire se passait dans le désert.
là où elle avait toujours appartenu. Vers 2012, un mouvement silencieux commença à grandir. Des agriculteurs indigènes, des anciens qui se souvenaient encore, convergeant avec le même objectif, récupérer l'arbre oublié. Maria Lopez, une agricultrice Tohono O'odham, avait des graines que sa famille avait gardées dans des jarres pendant des générations. En 2013, Maria décida que le moment était arrivé. Elle utilisa la méthode de sa grand-mère. Enterrer les graines le long de lits de cours d'eau asséchés où l'eau de pluie coule brièvement. 2 ans plus tard, ces arbres étaient couverts de gousses. Maria dit que l'odeur l'a transportée au matin de son enfance. Quand les familles se réunissaient pour préparer la tôle de mesquite, cette boisson énergétique ancestrale. 2 cuillères de farine de mesquite dans l'eau chaude, prise à jeun pour une énergie soutenue. Ou un sirop pour la toux, avec la résine dissoute dans l'eau tiède, avec du miel, pour les affections respiratoires. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était la mémoire cellulaire qui se réveillait. En 2010 à 8, des banques de semences à Tucson et Hermosillo commencèrent à collecter des variétés de tout le sud-ouest. Ils découvrirent plus de 30 espèces indigènes. Prosopis velutina en Arizona, Prosopis glandulosa au Texas, Prosopis silensis en Amérique du Sud, Prosopis alba en Argentine, chacune parfaitement adaptée à son coin du désert. Le monde se souvenait de ce que les peuples indigènes n'avaient jamais oublié. La vraie douceur ne sort pas d'une usine. Elle pousse silencieusement sous le soleil impitoyable, attendant des mains qui savent reconnaître sa valeur. Et juste quand cela semblait être une histoire de rédemption, la planète entière commença à réclamer le mesquite. Parce qu'une nouvelle crise arrivait, et cette fois, il n'y aurait nulle part où se cacher. Partie 4. Le plan du futur. 2020. Les sécheresses mondiales battent tous les records. En Californie, des terres agricoles se fissurent sous un soleil qui ne pardonne pas. Les rendements de blé chutent de 40% en une seule saison. Des rivières deviennent des lits de poussière. Et tous posent la même question désespérée. Qu'est-ce qui survit quand tout le reste échoue? La réponse était enterrée sous leurs pieds tout ce temps. La NASA commença à étudier le mesquite comme culture du futur. Ses racines atteignant 200 pieds sous terre, touchant des réserves qu'aucune autre plante ne peut imaginer. Un scientifique de la NASA le résuma. C'est moins un arbre, plus une leçon de résilience. Alors que les cultures modernes s'effondrent après des semaines sans pluie, le mesquite continue. Un seul arbre peut produire jusqu'à 50 livres, 23 kg de gousses comestibles par an. Suffisant pour alimenter une famille de 4 personnes pendant 3 mois comme complément protéique principal. Les gouvernements prêtèrent finalement attention. En 2021, la Commission nationale forestière du Mexique lança des programmes massifs pour replanter du mesquite sur 300 000 hectares de terres dégradées. Et voici ce qui est fascinant. Le genre Prosopis pousse dans les zones arides de toute la planète. Ce n'est pas seulement un arbre américain, c'est mondial. Des agriculteurs en Argentine commencèrent à planter. L'Inde se joignit. Le Kenya commença ses propres programmes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture le déclara officiellement une culture oubliée de survie. L'arbre qui fut symbole de résistance est maintenant le plan du futur. Mais attention, les gousses doivent être complètement sèches pour moudre. Évite les gousses avec moisissure noire. Certaines personnes sont allergiques au pollen. Ne confonds pas avec des espèces toxiques similaires. La surrécolte peut endommager les écosystèmes. Récolte avec respect. Comment reconnaître le mesquite? Cherche les feuilles bipennées qui ressemblent à des plumes, vert brillant. Les épines, ces paires d'épines sur les nœuds. Les gousses de 10 à 20 cm, aplaties, couleur crème à rougeâtre. L'écorce rugueuse avec des sillons profonds, marron foncé. Les fleurs jaunes en épis cylindriques, très aromatiques. Où l'obtenir aujourd'hui? Magasins naturistes spécialisés. Marchés de producteurs dans les zones désertiques. Coopératives indigènes qui soutiennent les communautés. Récolte éthique sur terre publique avec permission. Fournisseurs en ligne certifiés. Le mesquite n'est pas seul dans cette histoire de rédemption. Il existe tout un univers de plantes oubliées qui attendent d'être redécouvertes. La moringa, cet autre arbre de vie avec des propriétés similaires. L'amarante, ce super aliment presque perdu. La chia, cette graine ancestrale récupérée. Les haricots tepari, ces haricots du désert ultra résistants. Pense à l'ironie parfaite. 4000 ans à nourrir des civilisations, presque effacées en moins de 100. Et maintenant, revenant comme la réponse au changement climatique que nous avons nous-mêmes causé. Chaque gousse, chaque racine qui descend plus profond que n'importe quel puits humain porte le même message. Les réponses à la fin de demain poussent déjà sous nos pieds. Cette connaissance ne s'est jamais perdue. Elle attendait seulement que nous nous souvenions. Combien d'autres mesquites avons-nous effacés?
Combien d'autres plantes, animaux, écosystèmes complets avons-nous détruits parce qu'ils ne correspondaient pas à nos plans de profit immédiat? Quelle autre sagesse ancestrale ignorons-nous parce qu'elle semblait primitive? Le mesquite nous enseigne quelque chose de fondamental. Parfois, la solution la plus avancée est celle qui existait déjà. Nous n'avons pas besoin d'inventer le futur, nous devons nous souvenir du passé. Les racines restent sous terre, patientes, attendant que nous ouvrions les yeux, attendant que nous arrêtions de lutter contre la nature et que nous recommencions à apprendre d'elle. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un arbre, c'est l'histoire de comment nous avons oublié l'essentiel et comment, si nous avons de la chance, nous pouvons nous en souvenir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque graine gardée dans une jarre est une seconde chance. Chaque agriculteur qui plante en utilisant des méthodes ancestrales est un acte de résistance contre l'oubli. Et chaque gousse qui tombe comme une pluie dorée est une promesse. La vie trouve le chemin, même quand nous le bloquons. Conclusion. Le coffre-fort de la nature est ouvert pour qui veut apprendre. Pour qui est prêt à regarder au-delà du profit immédiat et voir la vraie valeur. Pour qui comprend que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous extrayons, mais dans ce que nous préservons. Le mesquite a survécu à notre guerre contre lui. La question est, survivrons-nous sans lui? Si cette histoire a changé quelque chose dans ta façon de voir le monde, si elle t'a fait questionner ce que nous avons perdu d'autre au nom du progrès, alors partage-la. Mets un like pour que plus de gens découvrent cette sagesse oubliée. Abonne-toi parce que le prochain coffre-fort s'ouvre bientôt et il contient des secrets qui changeront complètement ta compréhension de ce que la nature peut faire. Chaque partage protège la connaissance ancestrale. Chaque abonnement est un vote pour se souvenir au lieu d'oublier. La prochaine histoire t'attend.